Faire son alia, c'est une aventure incroyable, un vrai projet de vie. Mais bon, une fois l'excitation des débuts passés, il y a une question très, très concrète qui se pose, surtout quand on continue de travailler avec la France, la fiscalité. Comment on s'y retrouve sans y laisser des plumes? C'est la grande question. On est prêt pour le grand saut. Mais comment ça se passe pour les impôts en Israël? Surtout quand on a encore des clients ou des revenus qui viennent de France. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors voici notre feuille de route. D'abord, on va poser le décor avec le défi fiscal. Ensuite, on va dégommer le fameux mythe des 10 ans. Après, on verra une distinction cruciale, revenu actif contre passif. Puis, comment on crée sa structure en Israël, comment on optimise ses impôts et enfin, comment on prépare l'avenir. C'est parti. Bon, rentrons dans le vif du sujet. S'installer en Israël en tant que nouvel immigrant, ce qu'on appelle un oléadash, ça veut dire découvrir un tout nouveau système fiscal. Et ça se complique un peu quand nos revenus, eux, viennent toujours de l'étranger. Ah, le fameux mythe des 10 ans. On en entend parler partout. Pendant 10 ans, pas d'impôt. C'est un argument de choc pour faire son alia, c'est sûr. Mais c'est aussi et surtout une énorme source de malentendus. Alors, on fait le point, mythe ou réalité? Alors, mettons les choses au clair tout de suite. Oui, cette exonération, elle existe, elle est bien réelle. Mais, et c'est un très grand mais, ce n'est absolument pas un chèque en blanc fiscal. Son application est très, très précise et c'est crucial de bien comprendre comment ça marche pour éviter les mauvaises surprises. Et voici la distinction fondamentale. D'un côté, on a les revenus qui sont générés à l'étranger sans qu'on ait à travailler activement pour les avoir. On les appelle les revenus passifs. Eux, oui, ils sont bien exonérés pendant 10 ans. Mais de l'autre côté, tout l'argent qu'on gagne en travaillant depuis Israël, même si c'est pour un client à Paris, est imposable dès le premier jour. Ce qui nous amène tout naturellement à ce point, qui est vraiment la clé de voûte de tout le système, la différence entre les revenus actifs et les revenus passifs. Si on comprend ça, on a presque tout compris. Un revenu actif, c'est très simple en fait. C'est l'argent qu'on gagne en échange de son temps, de son expertise, de son travail. C'est le résultat direct d'une action de sa part. Pensez, par exemple, à un consultant qui vit à Tel Aviv. Il travaille depuis son appartement pour ses clients à Paris. L'argent qu'il reçoit, ce sont des honoraires. C'est un revenu 100% actif. Et par conséquent, il est 100% imposable en Israël. C'est aussi simple que ça. Et à l'opposé, on trouve le revenu passif. Là, c'est de l'argent qui rentre sans qu'on ait besoin de s'impliquer de façon active et continue. C'est ce type de revenu, et uniquement celui-là, qui, s'il vient de l'étranger, profite de la fameuse exonération de 10 ans. Les exemples les plus courants, les dividendes d'une société qu'on a en France, des intérêts sur des placements, les loyers d'un appartement qu'on a mis en location à Lyon ou encore certaines pensions de retraite. Tous ces revenus-là, oui, sont bien exonérés d'impôts sur le revenu en Israël pendant la première décennie. Bon, maintenant que la théorie est claire, on passe à la pratique. Si on gagne un revenu actif depuis Israël, comment on fait pour facturer ses clients français en étant dans les clous? La réponse est simple, il faut une structure israélienne. C'est une étape absolument incontournable. On ne peut pas y couper. Un avocat français qui fait son alia et qui continue de bosser pour ses clients en France doit obligatoirement créer une entité en Israël pour émettre ses factures. C'est la seule façon d'être en règle et de pouvoir ensuite optimiser sa situation. En gros, en Israël, il y a 3 options principales. La Hevra Ba'am, qui est l'équivalent de notre SRL, parfaite si l'activité grandit. L'Osek Murché, qui ressemble à un statut d'indépendant ou d'auto-entrepreneur. Et enfin, l'Osek Patour, une version très simplifiée pour les tout petits chiffres d'affaires. Pour commencer, le bon choix dépend vraiment du projet de chacun. La démarche est donc assez logique. D'abord, on se pose et on analyse bien son activité, ses besoins, ses projections. Ensuite, en fonction de ça, on choisit la structure la plus maligne. Et enfin, on passe à l'immatriculation officielle. Simple, non? Voilà, la structure est en place. L'objectif maintenant, c'est de réduire légalement la facture fiscale. Et la bonne nouvelle, c'est que le système israélien offre de très bons leviers pour ça. Alors, comment on fait baisser la note? Bien sûr, il y a les déductions classiques. Les billets d'avion pour aller voir les clients en France, les frais de bureau. Il y a même un abattement si on travaille depuis la maison. Mais le levier le plus puissant et souvent le plus méconnu, c'est celui qui est lié aux jours travaillés en dehors d'Israël. Regardez bien ce chiffre, 25%. C'est simple et c'est mécanique. Si un consultant passe un quart de son temps de travail physiquement en France, pour des rendez-vous par exemple, il peut déduire automatiquement 25% de son bénéfice imposable en Israël. C'est un outil d'optimisation directe, puissant et très efficace. On termine avec un point essentiel, l'anticipation.
Le monde de la fiscalité bouge tout le temps et il y a un changement majeur qui se prépare pour tous les nouveaux immigrants. Il faut absolument le savoir et s'y préparer. Notez bien cette date, 1er janvier 2026. À partir de ce jour-là, tous les nouveaux immigrants devront déclarer leurs revenus passifs étrangers, même s'ils sont toujours exonérés d'impôts. Attention, ça ne veut pas dire qu'on va payer un impôt dessus. C'est simplement une nouvelle obligation de déclaration. L'objectif, c'est la transparence fiscale. Alors, comment on navigue tout ça sans se prendre la tête? Les conseils sont assez simples au fond. Il faut rester curieux et s'informer des changements. Il faut penser à sa stratégie fiscale dès le début de son ALIA. Et surtout, il ne faut pas attendre la 9e année pour commencer à se poser des questions. L'anticipation, c'est vraiment la clé. En conclusion, l'ALIA, c'est un projet de vie. Ça ne doit pas devenir un casse-tête fiscal. La clé, c'est de ne pas voir la fiscalité comme un problème, mais comme un élément à part entière du projet, qu'on construit intelligemment dès le départ. Se faire accompagner, ce n'est pas un luxe, c'est juste s'assurer une tranquillité d'esprit. Au final, la vraie question, ce n'est pas combien je vais payer d'impôts, mais plutôt est-ce que mon projet est bien bâti pour les 10 prochaines années et même au-delà.